J'arrive à ma quatrième étape, qui est le MCC, un mouvement pour gros temps, ou un mouvement minoritaire, on pourrait dire ça comme ça aussi, mais je n'aime pas trop le mot minoritaire qui signifie pas grand-chose, parce qu'on peut être tout petit, comme on l'a vu avec Pépé Girard tout à l'heure, et avoir une influence assez considérable. Donc, justement, je crois qu'il faut aller un petit peu plus loin que simplement une question d'affaissement ou de rétrécissement du mouvement ou de prise de conscience du mouvement. Je crois que le mouvement, et c'est son cas, je pense encore aujourd'hui, j'imagine, hein, je me trompe peut-être, c'est pas grave, mais qu'après un temps de consolation très important, le mouvement aujourd'hui me semble être davantage une source qu'un laboratoire d'analyse et d'idées. Le mouvement, eh bien, il est mouvement. Et c'est comme mouvement qu'il est une force. Il met en mouvement les personnes, comme il les avait mises en mouvement à l'origine. Il met en mouvement des personnes, il met en mouvement des équipes, il met en mouvement des cœurs, il met en mouvement des esprits, des imaginations. À preuve, toutes les activités, alors je ne sais plus combien il y en a, il faudrait regarder dans le bouquin, là, mais tout un tas d'activités qui sont liées au MCC, mais qui ne sont pas naturellement liées, on pourrait dire, organiquement liées au point de départ, à l'objectif du mouvement. Mais je pense au groupe de recherche d'emploi. J'ai vu aussi qu'il y avait des groupes solos. Il y a des... Et puis il y a probablement aussi bien d'autres choses encore, mais voilà, c'est-à-dire qu'est-ce qui est en train de se passer. Moi, je trouve... voilà, je suis allé lire il y a quelques mois et relire récemment pour une autre intervention que celle-ci, un livre que je trouve passionnant et vraiment très intéressant, le dernier essai de Pierre Rosanvallon sur les épreuves de la vie, mieux comprendre les Français. Je trouve qu'il y a beaucoup à tirer de cette pensée, parce que je trouve qu'il met très bien l'accent sur ce qui se produit aujourd'hui, ce que l'on entend aujourd'hui dans la société française, c'est-à-dire des mouvements émotionnels très importants qui ne s'expriment pas à travers des mesures politiques, qui ne s'expriment pas à travers des programmes d'action, qui ne s'expriment pas à travers des choses un peu construites et élaborées, mais simplement de manière sensible. De manière sensible parce qu'elles expriment de manière brute le mal-être dans lequel se trouve un nombre quand même très important de gens. Et il distingue, alors j'aime bien la manière dont il le dit, il utilise le mot d'épreuve. Et il dit cette notion renvoie d'abord à l'expérience d'une souffrance, une difficulté de l'existence, ou de la confrontation à un obstacle qui ébranle au plus profond les personnes. Mais elle correspond aussi, cette épreuve, elle correspond aussi à une façon d'appréhender le monde, de le comprendre et de le critiquer sur un mode directement sensible et de réagir en conséquence. Et à partir de là, il distingue trois types d'épreuves et je trouve que cette distinction et ces critères de distinction sont intéressants et peut-être éclairants pour le MCC. Il distingue d'abord les épreuves de l'individualité et de l'intégrité personnelle, c'est-à-dire celles qui déshumanisent les femmes et les hommes, qui atteignent leur moi profond,
qui peuvent menacer physiquement ou psychiquement leur vie. Donc c'est tout ce qui relève du harcèlement, des violences sexuelles, de l'emprise, des manipulations qui peuvent conduire au burn-out. Hein. On est en plein procès d'Orange. Hein. Voilà. Puis sans parler de la SIAZ et de tout cela. Et il y a un très fort accroissement de la sensibilité à ces épreuves auxquelles correspond un développement du droit des personnes aussi. Il y a une deuxième catégorie d'épreuves, ce sont les épreuves du lien social, dont l'impact est individuel, mais c'est des épreuves qui renvoient au fond à des manières de commander, à des hiérarchies, à des formes de domination, dit-il, à dimension collective. Et il les donne, ces trois épreuves du lien social: le mépris, l'injustice, la discrimination. Et là, moi je pense quand même que là, même aujourd'hui, dans les entreprises, je vois ça un peu par mes neveux et nièces, parce que maintenant je suis très loin de l'entreprise. Hein. Quand j'étais à l'ICAM, ça allait. Quand la petite ressourcée du MCC m'y a aidé aussi. Mais là, maintenant, ça fait 20 ans que je suis loin un peu de tout ça. Donc, mais par ma famille, je vois bien, au fond des choses, la manière de faire carrière, la manière de manipuler, la manière de... Enfin voilà, il y a tout un ensemble de choses là qui sont quand même... Alors voilà, le mépris, l'injustice, la discrimination, trois pathologies de l'égalité. Trois obstacles qui sont mis à une société de semblables. Et ça, c'est des situations qui seront ressenties comme intolérables dans un monde où, justement, on est très attentif aux singularités, à la valeur de l'individu. Tout ça, c'est devenu une exigence démocratique élémentaire et c'est quelque chose d'insupportable. Hein, d'où les mouvements MeToo, Black Lives Matter, etc., enfin toutes ces choses-là. Et puis enfin, troisième sorte d'épreuves, les épreuves de l'incertitude, qui sont de deux ordres, qui peuvent être des pannes de l'existence. D'ailleurs, peut-être avec Laure Blanchon ou Marie-Vonne, hier, vous avez entendu des choses comme ça, c'est-à-dire des pannes de l'existence, des tombées dans la maladie, dans l'alcool, dans des choses... dans des problèmes affectifs infinis qui s'enchaînent les uns les autres, etc., bon, et auxquels l'État-providence ne répond pas. Et puis, surtout, d'autres types d'épreuves d'incertitude qui sont liées aux menaces d'humanité, c'est-à-dire, il y a le réchauffement climatique, bien sûr, la transition écologique, il y a la pandémie, il y a les pandémies d'ailleurs, parce que nous, on en a vécu une, mais le moustique machin et le truc ailleurs, ça compte aussi beaucoup, l'Ebola et tout ça. Et puis les incertitudes géopolitiques comme la guerre d'Ukraine, bien sûr. Donc on est aujourd'hui davantage, et je termine là-dessus, en concluant là-dessus, on est bien davantage aujourd'hui dans un contexte, au fond, de malheur, d'insécurité un peu fondamentale. On ne sait pas ce que va devenir cette guerre en Ukraine. On ne sait pas si la pandémie va s'arrêter ou reprendre. On ne sait pas si... Voilà. Et nous sommes marqués par cela. Et toutes ces épreuves, eh bien, elles sont source de nervosité, de ressentiment, de réaction de violence. Elles peuvent être aussi des sources de régression. On revient à des replis enfantins, à des espèces de compensations de tous ordres. Voilà. Elles sont des sources d'amertume et de découragement. Et du coup, eh bien peut-être, elles sont un vrai appel à une écoute, à une sortie de soi,
à un geste fraternel, à quelque chose de cet ordre-là. Prendre soin les uns des autres. La synodalité, c'est peut-être une forme de fraternité finalement. Hein. Mais j'aime bien quand dans le petit document sur la synodalité, le pape dit « Tous sont invités à parler avec courage et parésie, c'est-à-dire en conjuguant liberté, vérité et charité. » Voilà. Alors moi, je dirais que si on veut être dans la ligne, dans le charisme du MCC aujourd'hui, il faut dire oui à la situation actuelle, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Donc c'est facile de le dire, mais il faut le dire vraiment, parce que c'est de là qu'on peut partir. La deuxième chose, c'est l'importance, comme au début du mouvement, je ne dis pas ça parce que c'est vous qui êtes là, je dis ça parce que c'était ça au début dans le charisme du mouvement et que c'est ça aujourd'hui aussi. L'importance des accompagnateurs et de l'accompagnement du mouvement. Parce que c'est eux qui ont la charge d'écouter, de faire écouter, de faire entendre la voix de l'esprit qui est à l'œuvre. C'est eux qui peuvent aider à reprendre et à réorienter un débat d'équipe qui se perd un peu ou qui se plante dans l'angoisse ou dans le ras-le-bol ou dans je ne sais pas quoi. Voilà, il y a là quelque chose de fort. Hein. Et je crois que c'est ça, la force du mouvement, c'est-à-dire va avec la force qui est en toi. Eh bien, c'est ça, c'est cette force-là, c'est la force qu'on trouve les uns dans les autres. C'est la force du soutien, comme il est dit. Et je vous lis tout simplement quelques phrases du pape François dans La joie de l'Évangile. Dans une civilisation paradoxalement blessée par l'anonymat et en même temps obsédée par les détails de la vie des autres, malade de curiosité morbide, l'Église a besoin d'un regard de proximité pour contempler, s'émouvoir et s'arrêter devant l'autre chaque fois que cela est nécessaire. Un peu plus loin, plus que jamais, nous avons besoin d'hommes et de femmes qui, à partir de leur expérience d'accompagnement, connaissent la manière de procéder où ressortent la prudence, la capacité de compréhension, l'art d'attendre, la docilité à l'esprit pour protéger tous ensemble les brebis qui se confient à nous, des loups qui tentent de disperser le troupeau. Nous avons besoin de nous exercer à l'art de l'écoute qui est plus que le fait d'entendre. Quel numéro ? Paragraphes 169 et 171.